Je m'appelle Darcy Ingram. J'avais 32 ans, lorsque mon père a jeté ma fille de 8 ans, dans un orage. 3 heures. C'est le temps que ma fille a passé, assise dans une bouche d'égout, avant que quelqu'un ne la trouve. 3 heures de pluie, frappant son visage. De vent, déchirant sa veste. De tonnerre, faisant trembler le béton sous son corps. Elle avait 8 ans. Elle pesait 23 kilos. Et mon père a ouvert la porte, et l'a poussée dehors, comme si elle était un chien errant, qui aurait renversé la poubelle. Il l'a fait, à cause d'un mensonge. Un mensonge raconté, par son cousin de 10 ans. Un mensonge que mes parents, n'ont jamais remis en question. Pas une seule seconde. Parce que le remettre en question, aurait signifié admettre la vérité, sur celui qu'ils avaient protégé, depuis le tout début. Ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital, 3 heures plus tard, et ce que mon père a dit, quand il m'a vu assise près de son lit, a tout changé. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà passé l'appel, qui allait détruire leur monde, tel qu'ils le connaissaient. Bienvenue à nouveau, sur Calm Drama Stories. C'est ici que nous partageons des histoires vraies, sur les moments qui mettent votre famille à l'épreuve, et sur la force tranquille qu'il faut, pour protéger les personnes que vous aimez le plus. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai rejoint l'armée à 18 ans. Non pas parce que j'aimais l'idée des uniformes et des saluts, mais parce que c'était la seule porte, que mon père ne pouvait pas fermer. Ray Ingram avait une image très claire, de ce que sa fille devait être. Mariée jeune, près de la maison, reconnaissante pour tout ce qu'il offrait, et silencieuse sur tout ce qu'il ne faisait pas. Ma sœur Jenna, correspondait parfaitement à cette image. Elle a épousé Derek Walsh à 21 ans, a eu Tyler à 22 ans, et a emménagé dans une maison, à 10 minutes de chez mes parents. Mon père a souri à son mariage, comme s'il venait de gagner à la loterie. J'ai choisi le ROC, puis l'école des élèves officiers, puis une commission en logistique, au départ de Fort Campbell, dans le Kentucky. À chaque pas que je faisais, pour m'éloigner de la maison, le silence de mon père devenait plus lourd. À l'âge de 24 ans, j'étais premier lieutenant, gérant les chaînes d'approvisionnement pour une brigade. À 25 ans, j'étais enceinte. Le père, un entrepreneur civil nommé Marcus, est parti quand j'étais à 6 mois de grossesse. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'appel téléphonique. Juste un appartement vide, et un mot qui disait « Je ne suis pas prêt ». J'ai eu Lily toute seule, je l'ai élevée dans des logements sur la base, avec des plans de repas, et avec chaque jour de permission, que je pouvais grappiller. Ma mère appelait une fois par semaine. Mon père appelait une fois par mois, et quand il le faisait, la question était toujours la même. Quand rentres-tu à la maison, Darcy? Je n'ai jamais répondu à cette question, de la manière dont il le voulait. Mais je répondais toujours, à celle de Lily. Où allons-nous ensuite, maman? Là où l'armée nous envoie, mon bébé, et on fera en sorte, que ça marche. J'étais doué, pour faire en sorte que les choses marchent. Mais je n'étais pas doué, pour voir ce qui se passait, quand je n'étais pas là pour surveiller. Quand j'ai reçu mes ordres, pour une rotation de 9 mois au Koweït, j'ai eu 72 heures, pour finaliser mon plan de garde familiale. Chaque parent militaire, connaît ce formulaire. C'est la norme, du département de la Défense. Vous désignez un tuteur. Vous signez les papiers de garde. Vous laissez votre enfant, avec quelqu'un en qui vous avez confiance, et vous vous envolez à l'autre bout du monde, en espérant avoir fait le bon choix. Mes parents se sont portés volontaires, avant même que je ne le demande. Ma mère a appelé, le lendemain matin du jour où je lui ai parlé du déploiement. C'est notre petite fille. Bien sûr, que nous allons la prendre. Je me souviens, m'être senti soulagé. Lily serait dans une maison avec un jardin, un district scolaire noté 8 sur 10, et 2 grands-parents, qui avaient élevé 2 enfants eux-mêmes. L'alternative, c'était la femme de mon ami de l'armée, une femme que Lily n'avait rencontrée que 2 fois. Le choix semblait évident. J'ai signé le plan de garde familiale, désignant Ray et Connie Ingram, comme tuteurs légaux temporaires de Lily. J'ai mis en place un virement automatique, de 1 200 € par mois, sur leur compte chèque. Pour la garde de l'enfant, les courses, et les fournitures scolaires. Mon père n'a jamais mentionné cet argent, pas une seule fois. Et j'ai découvert plus tard, qu'il n'en avait jamais parlé à Jenna non plus. Le fils de Jenna, Tyler, vivait déjà pratiquement, chez mes parents. Il y avait une chambre,
une brosse à dents dans la salle de bain, et un tiroir plein de vêtements. Quand Lily est arrivée avec sa valise, ma mère l'a installée dans la chambre d'amis, celle avec le canapé convertible, et sans rideau. Tyler avait une chambre, avec des affiches de baseball, et une veilleuse en forme de fusée. Lily avait un canapé, qui se repliait. Je ne le savais pas, à ce moment-là. Lily ne me l'a pas dit. Et quand j'ai demandé à ma mère, si Lily était bien installée, elle a répondu, elle s'adapte très bien. C'était le premier mensonge. Ce ne serait pas le dernier. La nuit avant mon déploiement, je me suis assise sur le lit de Lily, dans notre appartement de la base, et j'ai sorti une petite carte, de ma poche. Une carte d'identité de personne à charge militaire, avec sa photo sur le devant, mon nom imprimé en dessous, et un numéro de contact d'urgence au dos. Je l'ai accroché, à la poche intérieure de son sac à dos. À quoi ça sert, a-t-elle demandé. Cela dit à tous ceux qui te trouvent, que tu es à moi. Peu importe où je suis, peu importe à quelle distance, tu montres cette carte à quelqu'un, et ils appelleront ta maman. Elle a passé ses doigts, sur le plastique. Même si tu es dans un autre pays? Même là. Elle est restée silencieuse, un moment. Puis, elle a dit quelque chose, qui aurait dû m'arrêter net. Et si grand-père, se fâche encore? Encore? J'ai posé la bouteille d'eau, que j'étais en train d'emballer, et je l'ai regardée. Comment ça, encore? Elle a gratté, le bord de sa couverture. Rien. Il parle juste fort, des fois. Fort comment? Comme quand Tyler casse quelque chose, et que grand-père pense que c'est moi. Il crie, mais après grand-mère dit, c'est bon au point. Je me suis agenouillé, devant elle. Est-ce que grand-père, t'a déjà fait peur? Elle a haussé les épaules. Un haussement d'épaules, d'une enfant de 8 ans. Le genre qui veut dire oui, mais qui n'a pas encore le vocabulaire, pour l'exprimer. Je l'ai gardé, dans un coin de ma tête. Je me suis dit, que je surveillerais plus attentivement, depuis l'étranger. Je me suis dit, que j'en parlerais à ma mère. Je me suis dit, que mon père était strict, pas dangereux, et que Lily était en sécurité. J'avais tort, sur l'une de ces choses. Et le temps que je comprenne laquelle, ma fille était dans une bouche d'égout, à 4 pâtés de maison de chez mes parents. J'ai embrassé son front. Je t'appellerai chaque semaine. Je te le promets. Promis. J'ai tenu cette promesse. Mes parents n'ont pas tenu la leur. Le Koweït était chaud, plat, et avec 18 heures d'avance sur le Tennessee. Mes journées de travail duraient de 12 à 14 heures, pour gérer les voies d'approvisionnement, de 3 bases d'opérations avancées. J'ai programmé mes appels vidéo, pour 6 heures du matin heure locale, ce qui faisait midi à la maison, parce que c'était la pause déjeuner de Lily, à l'école. Sauf que les appels, ne se sont jamais faits à l'école. Ma mère insistait pour les faire, depuis la cuisine. Un meilleur Wi-Fi, disait-elle. Mais la vraie raison, est devenue claire, après la 2e semaine. Connie était toujours dans le cadre, planant derrière Lily, ajustant l'angle de la caméra, souriant. Comment va l'école, mon bébé? Bien. Que as-tu fait aujourd'hui? Des trucs. Est-ce que Tyler et toi, vous vous entendez bien? Une pause. Je ne sais pas. Avant, elle parlait pendant 20 minutes d'affilée. De la chenille qu'elle avait trouvée. De la fille de sa classe, qui savait rôter l'alphabet. De l'oiseau qui s'était posé, sur la clôture de la cour de récréation. Maintenant, elle me donnait des réponses en un seul mot, et regardait au-delà de la caméra, comme si elle attendait la permission de partir. J'ai essayé, de demander directement à ma mère. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec Lily? Elle a l'air différente. Connie a balayé la question, de la main. Elle s'adapte. Tous les enfants font ça, quand leur routine change. Elle a juste besoin de temps. Puis-je lui parler seul la prochaine fois, sans que tu sois dans la pièce? Le Wi-Fi est meilleur dans la cuisine, Darcy. Tu le sais bien. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû. 2 semaines plus tard, j'ai remarqué autre chose. Lily a arrêté, de mentionner Tyler par son nom. Avant, c'était Tyler et moi, on a joué dans le jardin, où Tyler m'a montré ses cartes de baseball. Maintenant, ce n'était que du silence, quand je posais la question. Tyler et toi, ça se passe bien? Elle a baissé les yeux. Ouais.
Tu es sûr? Je peux y aller maintenant, maman? Grand-mère dit que le repas est prêt. Je l'ai laissé y aller. Je n'aurais pas dû. Le colis de ravitaillement est arrivé un mardi. Une boîte en carton marron, affranchie un peu de travers. L'écriture de ma mère, sur l'étiquette. À l'intérieur, 2 paquets des oursons en gélatine préférés de Lily. Une photo de Lily à un événement scolaire, et un morceau de papier à dessin plié. J'ai ouvert le dessin. Des bonhommes allumettes. Sur le côté gauche de la page. Un homme grand. Une femme aux cheveux bouclés. Une femme plus petite, tenant par la main un garçon. Tous regroupés, souriants, avec des couleurs de crayon vives, du rouge, du jaune, du bleu. Sur le côté droit, une seule silhouette, petite, sans sourire, avec des cheveux bruns, se tenant seule, personne ne la touchant. En bas, dans une écriture d'enfant appliquée, ma famille. Je me suis assise sur ma couchette, et je l'ai regardée pendant un long moment. Ma fille s'était dessinée à l'extérieur, de sa propre famille. J'ai appelé à la maison, immédiatement. Mon père a répondu. Sa voix portait cette pointe d'agacement, qu'elle avait toujours, quand j'appelais pendant ses émissions du soir. Lily est là. Elle est en haut. Qu'est-ce que tu veux? J'ai reçu un dessin, de sa part. Elle a dessiné la famille, et elle s'est mise sur le côté, toute seule. Un silence, puis un grognement. Les enfants dessinent n'importe quoi. Darcy ne va pas chercher un sens à tout. Elle a dessiné tous les autres, en train de se tenir la main. Elle s'est dessinée, debout toute seule. Elle va bien. Ta mère s'occupe bien d'elle. Peut-être que si tu étais là. Au lieu de jouer aux soldats de l'autre côté de l'océan, ta fille ne dessinerait pas d'images tristes. Il a raccroché. J'ai sorti un petit carnet, que je gardais dans ma cantine. Le genre avec une couverture verte rigide, et un élastique. J'ai noté la date. J'ai noté ce qu'il a dit. J'ai noté ce que le dessin montrait. Puis, j'ai plié le dessin, et je l'ai glissé, dans la poche de poitrine de mon uniforme. Il est resté là pendant 4 mois, contre ma poitrine, contre mon cœur. J'ai commencé à prêter attention, aux détails qui m'avaient échappé. De petites choses, des choses qui s'additionnaient. L'école de Lily avait un portail en ligne, avec un accès pour les parents. Je pouvais voir les registres de présence, les notes des professeurs, les journaux de ramassage après l'école. Je vérifiais chaque matin, avant ma prise de service. Tyler Walsh, récupéré par Ray Ingram, tous les jours à 15h15. File d'attente des voitures, réglée comme une horloge. Lily Ingram, inscrite au programme d'accueil périscolaire. Récupérée à 17h30. Un parent différent, listé pour les contacts d'urgence. Ma mère, pas mon père. Il n'avait même pas mis son nom, dans son dossier. J'ai appelé le secrétariat de l'école. La réceptionniste a été gentille. Lily s'en sort bien scolairement. Elle est calme, cependant. Très calme. Est-ce que quelqu'un vient la chercher? Elle est dans le programme de garderie. Sa grand-mère vient la chercher vers 17h30, parfois plus près de 18h. Tyler partait à 15h15. Lily attendait 2 heures de plus, chaque jour. L'anniversaire de Tyler, en octobre. J'ai vu des photos, sur les réseaux sociaux de Jenna. 15 enfants. Un château gonflable, dans le jardin. Un gâteau en forme de terrain de baseball. Mes parents souriant à pleines dents, derrière une table de cadeaux, qu'ils avaient payée. L'anniversaire de Lily, en janvier. Ma mère m'a envoyé, une seule photo par message. Lily à la table de la cuisine, un gâteau acheté en magasin, pas de bougies, pas d'amis. Juste ma mère debout derrière elle, et une assiette en carton, avec une part de gâteau jaune. J'ai appelé ma mère, ce soir-là. Pourquoi l'anniversaire de Lily, était-il si différent de celui de Tyler? Nous avons déjà beaucoup dépensé ce mois-ci, Darcy, et Lily ne voulait pas d'une grande fête. Elle a 8 ans. Quel enfant de 8 ans, ne veut pas de fête? Tyler vit ici à plein temps. Lily, c'est temporaire. Temporaire. Elle a utilisé ce mot, comme si c'était un fait, et non un couteau. Mais il a tranché, tout pareil. Et j'ai su à ce moment-là, que dans la maison de mes parents, ma fille était une invitée.
Tyler était le petit-fils. Je me suis assise à la station de communication à 3 heures du matin, et j'ai tapé une demande de réaffectation, pour cas de force majeure. 2 pages. À simple interligne. Uniquement des faits. Les règlements militaires permettent un retour anticipé, lorsque les conditions du plan de garde familiale changent de manière matérielle. J'ai cité des inquiétudes documentées, concernant le traitement de mon enfant à charge, par les tuteurs désignés. J'ai joint les coordonnées de la conseillère d'orientation, la différence dans les journaux de ramassage, et une copie numérisée, du dessin de Lily. Mon commandant, le colonel Barrett, l'a lu le lendemain. Il m'a convoqué dans son bureau, m'a fait asseoir, et a dit, « Ingram, votre fille est-elle en sécurité ?» Je ne sais pas, monsieur. Et c'est bien ça le problème. Il a signé la demande cet après-midi-là, et l'a fait remonter, dans la hiérarchie. Puis j'ai appelé le capitaine Elena Rivera, avocate au JAG. Nous avions servi ensemble à Fort Sill, 3 ans plus tôt. Elle était en poste à Campbell, et elle me devait une faveur, pour avoir couvert son audit d'approvisionnement, quand son enfant était tombé malade. Rivera, j'ai besoin de conseils juridiques. De manière officieuse, pour l'instant. Parle-moi. Mes parents sont les tuteurs désignés, pour Lily. Je pense qu'il y a du favoritisme, peut-être de la négligence. J'ai besoin de connaître mes options. Elle n'a pas hésité. Documente tout. Capture d'écran, bulletin scolaire, date. Si ça va en justice, tu veux une trace écrite, qui commence avant l'incident, pas après. Il n'y a pas eu d'incident. Alors tu as une longueur d'avance. Reste comme ça. J'ai passé les 2 mois suivants, à constituer un dossier. Chaque appel téléphonique consigné, chaque dessin numérisé, chaque SMS de ma mère, sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur, intitulé « Famille ». Je n'ai pas dit à mes parents, que je demandais un retour anticipé. Je ne l'ai pas dit à Jenna. Je ne l'ai dit à personne, à l'exception de Rivera et du colonel Barrett. 2 mois de paperasse, 2 mois d'attente. Et puis, 3 semaines avant que ma réaffectation n'aboutisse, Tyler a raconté le mensonge, qui a tout changé. J'ai confié à mes parents, la personne la plus importante de ma vie. Et pendant 2 ans, j'ai manqué les signes, que ma fille devenait invisible, dans sa propre famille. Si vous avez déjà ressenti cette intuition, que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne pouviez pas le prouver, restez avec moi. Laissez un commentaire, et continuons. Tyler Walsh mentait à propos de Lily depuis des mois. Je n'ai simplement pas eu l'image complète, avant plus tard. Le premier mensonge était petit, une télécommande de télévision cassée. Tyler l'avait jetée contre le mur, lors d'une crise de colère, à cause d'un jeu vidéo. Quand Ray a fait irruption dans le salon, Tyler a pointé Lily du doigt. Elle l'a fait tomber. Lily a dit que ce n'était pas vrai. Ray lui a dit d'arrêter de chercher des excuses, et l'a envoyé dans sa chambre. Le deuxième mensonge concernait des biscuits. Ma mère avait préparé une fournée de sablés, pour la fête de classe de Tyler. La moitié du plateau a disparu pendant la nuit. Tyler a dit à Connie que Lily les avait mangés après le dîner. La vérité, c'est que Tyler les avait donnés à son ami, de l'autre côté de la rue. Ma mère n'a jamais demandé sa version à Lily. Elle a juste dit, tu dois apprendre à te contrôler. Le troisième mensonge était pire. Tyler a dit à son professeur que Lily l'avait insulté à la récréation. L'enseignant les a séparés, pendant une semaine. Quand la conseillère d'orientation s'est penchée sur la question, aucun témoin n'a pu confirmer l'histoire de Tyler. Mais la séparation avait déjà eu lieu, et Lily a passé cette semaine-là, à manger son déjeuner toute seule. À chaque fois, le même schéma. Tyler parlait. Les adultes croyaient. Lily niait. Les adultes rejetaient. Ma mère a dit une fois à Lily, ne sois pas une rapporteuse. Personne n'aime les enfants, qui inventent des histoires. Lily a arrêté de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle dessinait, à la place. J'ai appris la majeure partie de tout cela, par la conseillère d'orientation, Madame Patterson, qui voyait Lily une fois par semaine, depuis novembre. Lily lui faisait confiance, car Patterson n'interrompait jamais ses dessins. Elle s'asseyait simplement, et attendait. Patterson m'a dit plus tard, votre fille ne parle pas beaucoup, mais ses dessins disent tout. La règle de Ray était simple et absolue.
Tyler ne mentait pas, et quiconque disait le contraire, était le problème. Ma mère avait un collier de perles, qu'elle traitait comme s'il était fait de clair de lune. Il appartenait à sa mère, et avant cela, à sa grand-mère. 3 générations de femmes ingrammes l'avaient porté à leur mariage, à leur baptême, et aux anniversaires marquants. Ma mère le gardait, dans une petite boîte en velours sur sa commode, et le sortait chaque dimanche, avant l'église. Un dimanche de février, lors d'un dîner de famille auquel je n'étais pas présente, ma mère a pris la boîte en velours sur la commode, et l'a apportée à table. Elle l'a ouverte devant Tyler. « C'était à ton arrière-arrière-grand-mère, a-t-elle dit. Un jour, quand tu seras plus grand, je te le transmettrai. » Les yeux de Tyler se sont écarquillés. Il a tendu la main vers le collier, et Connie l'a laissé le tenir. Elle le regardait retourner les perles, entre ses petits doigts, et elle souriait, comme si elle assistait au déroulement d'une tradition sacrée. Lily, assise de l'autre côté de la table, a demandé doucement, « Je peux le tenir, moi aussi ?» Ma mère ne l'a pas regardé. « Pas tout de suite, ma chérie. Tu pourrais le faire tomber. » Tyler a eu un sourire en coin. Lily a mis ses mains sur ses genoux. Jenna, assise à côté de Tyler, s'est penchée vers ma mère, et a dit, juste assez fort pour que Lily l'entende, « Tu sais bien que Lily est maladroite. Tu te souviens du vase ? » Le vase ? Un vase en céramique, que Tyler avait fait tomber de l'étagère en chahutant. Il avait dit à mes parents, que Lily l'avait bousculé. Ils l'avaient cru. Ma mère a passé le reste de la soirée, à rappeler à Lily d'être plus prudente, avec les affaires des autres. Après le dîner, Lily est allée dans la chambre d'amis. Elle s'est assise à son bureau, et a dessiné. Elle n'est pas sortie, jusqu'à ce que ma mère l'appelle, pour son bain. Personne n'est allé vérifier comment elle allait. Personne n'a demandé ce qu'elle dessinait. Personne n'a remarqué qu'elle était redevenue silencieuse. Madame Patterson m'a appelé un samedi matin, à 17h, heure locale pour moi. Je dînais dans le réfectoire, quand mon téléphone personnel a vibré, affichant un numéro du Tennessee que je ne reconnaissais pas. Lieutenant Ingram, ici Gail Patterson. Je suis la conseillère d'orientation, à l'école primaire de Millbridge. Je travaille avec Lily. Je suis sorti. Le vent était chaud, et sentait le diesel. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement, oui. Mais je voulais vous parler de certains comportements répétitifs, que j'ai observés. Elle m'a dit que Lily s'était de plus en plus repliée sur elle-même, depuis janvier. Elle ne jouait plus avec les autres enfants, à la récréation. Elle s'asseyait dans un coin de la cafétéria, et dessinait. Elle sursautait, quand les adultes élevaient la voix près d'elle. Puis Patterson m'a dit quelque chose, qui m'a fait serrer la rambarde si fort, que mes jointures sont devenues blanches. Elle m'a dit, que son grand-père affirme qu'elle n'est pas une vraie Ingram. J'ai fermé les yeux. La chaleur se pressait contre mon visage. Il a dit ça. Ce sont ses mots exacts. Elle a dit, qu'il lui a expliqué que les vrais Ingram ne volent pas, et ne mentent pas. Pas une vraie Ingram. Mon père m'a dit ça, le jour où je lui ai annoncé que je m'engageais. Il se tenait dans la cuisine de la maison où j'ai grandi, et a dit, les vrais Ingram restent avec leur famille. Tu abandonnes tout le monde. Maintenant, il le disait à ma fille, 8 ans, 23 kilos. Et il lui disait, qu'elle n'avait pas sa place. Patterson a continué, je ne suis pas encore tenu de déposer un rapport officiel, mais je voulais que vous soyez au courant. Merci. Pouvez-vous m'envoyer vos notes de séance, par email? Je peux les envoyer, sur votre email militaire d'ici lundi. J'ai raccroché, transféré le message vocal arrivera, et ajouté 3 lignes, dans mon carnet vert. Mon père n'avait rien appris, et ma fille apprenait, toutes les mauvaises choses. J'ai appelé Jenna, le lendemain. Je me suis dit que ce serait une conversation de sœur à sœur. Calme, honnête. Deux mères parlant de ce qui était le mieux, pour les enfants. Cela a duré 4 minutes. Lily s'en sort bien, chez papa et maman. Sa conseillère d'orientation dit, qu'elle est renfermée sur elle-même. Jenna a soupiré. Le genre de soupir, suffisamment fort pour s'assurer que je l'entende. Elle va bien, Darcy. Elle doit juste, apprendre sa place. Tyler est là depuis plus longtemps. Il connaît la routine. Elle doit apprendre sa place. J'ai laissé ces mots résonner dans mon oreille, pendant 3 bonnes secondes,
avant de me faire confiance pour répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, Jen? À prendre sa place. Cela veut dire que ta fille se promène dans cette maison comme si elle était une invitée, au lieu de mettre la main à la pâte. Tyler aide papa dans le garage. Tyler met la table, sans qu'on le lui demande. Lily reste dans sa chambre, et dessine. Elle a 8 ans. Tyler faisait des corvées, à 8 ans. Tyler a 2 parents, et une chambre avec une veilleuse. Lily a un canapé convertible. Un silence. Puis, Jenna a dit la chose à laquelle je n'étais pas préparé. J'ai dit à papa et maman que tu devrais peut-être simplement les laisser adopter Lily. De toute façon, tu n'es jamais là. Elle a besoin de stabilité, Darcy. Elle a besoin d'un vrai cadre familial. Ma gorge s'est serrée. Pas de tristesse, mais de l'effort, pour garder une voix neutre. Adopter ma fille. Je dis juste ce que tout le monde pense. J'ai raccroché sans dire un mot de plus, j'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le portail d'assistance juridique de l'armée, et commencé à rédiger des notes, pour une demande officielle de révision de garde. Ma sœur voulait que mes parents adoptent mon enfant. Elle l'avait dit à voix haute, comme si c'était une suggestion raisonnable, comme si ma maternité était un bail qu'elle pensait expirer. J'ai décidé ce soir-là, que lorsque je rentrerai chez moi, je rentrerai armé. Pas avec des armes, mais avec des documents. 3 semaines plus tard, la réaffectation a été approuvée. Je rentrai à la maison. Le colonel Barrett m'a tendu les papiers dans son bureau, avec un regard qui était moitié soulagé, moitié inquiet. Ingram, quoi qu'il se passe, réglez ça. Votre enfant a plus besoin de vous que la logistique. J'ai fait ma cantine en 40 minutes. Le carnet vert, mon ordinateur portable, un chargeur de téléphone, le dessin de Lily dans la poche de ma poitrine. Tout le reste était du matériel militaire, et pouvait rester. Mon vol a quitté le Koweït, à 6 heures. 17 heures de turbulence, et d'escale. J'ai atterri à l'aéroport international de Nashville, à 14 heures, heure du centre. J'ai loué une voiture au comptoir Hertz, avec ma carte d'identité militaire. J'ai conduit jusqu'à un Holiday Inn, à 12 minutes de la maison de mes parents. Je ne les ai pas appelés. Je ne suis pas passé en voiture, devant leur maison. Je me suis assise sur le lit d'hôtel, avec mon téléphone à la main, et j'ai appelé Rivera. Je suis sur le territoire américain, j'ai atterri il y a 2 heures. Bien. Votre demande de révocation du plan de garde familiale est rédigée. Je pourrai la déposer, dès lundi matin. Que se passe-t-il, une fois que vous l'avez déposée? Vos parents perdent le statut de tuteur désigné. La garde légale vous revient, immédiatement. S'ils refusent de vous rendre Lily, nous irons au tribunal des affaires familiales. Et s'il se passe quelque chose avant lundi, alors nous déposerons un recours en urgence. Mais Darcy, laissez le processus suivre son cours. Si vous les confrontez maintenant, ils joueront les victimes. Votre père dira que vous êtes instable. Votre mère pleurera. Votre sœur dira à tout le monde que vous avez abandonné votre fille, et que maintenant vous attaquez les personnes qui ont pris le relais. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Ne dites à personne que vous êtes de retour. Allez d'abord à l'école. Parlez à la conseillère. Construisez votre dossier à la lumière du jour. Je rentrais à la maison, mais cette fois-ci, je ne rentrais pas en tant que leur fille. Je rentrais à la maison en tant que mère de Lily. Et il y avait une différence entre ces deux choses, que mes parents allaient bientôt découvrir. J'ai conduit jusqu'à l'école primaire de Millbridge, le lendemain matin, à 9h15, un jeudi. Le parking sentait le paillis humide, et les gaz d'échappement des bus. Madame Patterson m'attendait. Elle avait un dossier, en papier manille, épais. Le nom de ma fille, écrit sur l'onglet à l'encre bleue. Merci de me recevoir, ai-je dit. J'espérais que vous viendriez. Elle a ouvert le dossier, sur son bureau. 6 mois de dessin de Lily, classés par date. Le premier daté de septembre. Lily et Tyler à une table. Tyler en grand, Lily plus petite, tous les deux souriants. Normal. Très bien. Octobre. Le groupe familial, réuni. Lily dessinait légèrement sur la gauche, souriant toujours,
mais un espace était apparu, entre son personnage et les autres. Novembre, la silhouette de Lily est plus petite, les autres silhouettes plus grandes, personne ne lui tient la main. Décembre, le visage de grand-père, un grand cercle, au crayon rouge, la bouche grande ouverte, un petit personnage en bas, avec des larmes dessinées, sous forme de points bleus. Janvier, l'anniversaire de Tyler. Un garçon entouré de ballons, de gens, et de cadeaux. Dans le coin inférieur droit, une fille aux cheveux bruns, assise seule, avec un X dessiné sur son corps. Février, seulement 2 personnages, un petit aux cheveux bruns, un grand, habillé en vert, se tenant la main. La légende en lettres tremblantes, ce que je veux. J'ai retourné ce dernier dessin dans mes mains, 3 fois. Patterson a dit doucement, elle vous a dessiné, dans votre uniforme. Je sais. Elle n'a plus jamais dessiné ses grands-parents, après décembre. Elle a arrêté de les inclure. J'ai photographié chaque dessin, recto et verso, avec les dates visibles. Puis, j'ai photographié les notes de séance de Patterson, 12 pages d'observations, de citations, et de signaux d'alerte comportementaux. J'ai envoyé tout le dossier, arrivera. Ensuite, je me suis assise dans ma voiture de location, sur le parking de l'école, et j'ai pleuré. Le genre de pleurs qui vient de la poitrine, pas des yeux. Le genre de pleurs, où vos mains agrippent le volant, parce que si vous lâchez prise, vous pourriez ne jamais arrêter de trembler. 7 mois à l'étranger, 7 mois de garde de 12 heures, et d'appel par satellite, et elle s'adapte très bien. Ces dessins, allaient parler beaucoup plus fort, que tout ce que je pourrais dire au tribunal. Cet après-midi-là, je me suis garé de l'autre côté de la rue, face à la maison de mes parents. 15h45, le bus scolaire devait arriver d'une minute à l'autre. Tyler est arrivé en premier. Mon père est sorti, à sa rencontre sur le trottoir, lui a ébouriffé les cheveux, a pris son sac à dos, et a dit quelque chose, que je ne pouvais pas entendre, mais qui a fait rire Tyler. Ils sont rentrés ensemble. La porte est restée ouverte. 20 minutes plus tard, le deuxième bus est arrivé. Lily est descendue. Elle est restée sur le trottoir, pendant un moment, ajustant les bretelles de son sac à dos. Puis, elle a remonté l'allée. La porte d'entrée était fermée. Elle a frappé. Ma fille de 8 ans, a frappé à la porte de la maison, où elle vivait depuis plus d'1 an. Ma mère a ouvert. Pas de salutation, pas de sourire. Essuie tes chaussures, et ramasse tes affaires, dans le couloir. Lily est entrée. La porte s'est fermée derrière elle. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir Tyler, sur le canapé. Assiette de goûter, télévision, les pieds en l'air. Lily a disparu à l'étage, en moins de 30 secondes. Je suis resté assise dans ma voiture, les 2 mains sur le volant, et je me suis forcé, à respirer. Puis, j'ai appelé Madame Callaway. Phyllis Callaway, 70 ans, vivait à côté de chez mes parents, depuis avant ma naissance. Elle m'avait appris, à faire de la limonade quand j'avais 6 ans. Elle apportait une tarte à ma mère, à chaque Thanksgiving. Madame Callaway, c'est Darcy. Je suis rentré de déploiement. Darcy. Oh, chérie. Je suis si contente, que tu es appelée. Je dois vous demander quelque chose, à propos de Lily. Elle est restée silencieuse, un instant. Puis elle a dit, cette petite fille, s'assoit toute seule sur le porche, chaque soir après le dîner, Darcy. Pendant que Tyler joue dans le jardin avec ton père, elle reste juste assise là. Avez-vous vu autre chose? Ton père lui crie dessus, comme si c'était un animal errant, Darcy. Je l'entends à travers les murs. Ça empire, depuis Noël. J'ai noté, chaque mot qu'elle a prononcé. La date, l'heure, les détails. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Je me suis dit que j'allais juste vérifier, me garer dans l'allée, peut-être frapper, et peut-être prendre Lily avec moi, tout de suite. Je me suis garé à 19h15. La lumière de la cuisine était allumée. La télévision vacillait, dans la fenêtre du salon. Puis, je l'ai entendue. La voix de mon père, à travers la porte d'entrée, assez forte pour atteindre la voiture. Je t'avais dit de ranger, après le dîner. Tyler n'a pas besoin qu'on le lui répète 2 fois. La voix de Lily, petite et prudente, j'ai bien rangé, grand-père. Ne me réponds pas, monte dans ta chambre, et reste-y, jusqu'à ce que tu saches te comporter correctement. Une pause.
Le grincement des escaliers. Puis, plus rien. Ma main était, sur la portière de la voiture. Mes doigts se sont enroulés, autour de la poignée. Chaque partie de moi voulait monter ces marches, ouvrir cette porte, et porter Lily jusqu'à la voiture, sans dire un seul mot à mon père. Mais la voix de Rivera résonnait plus fort que ma colère. Si vous les confrontez maintenant, ils joueront les victimes. Vous avez besoin d'avoir le système de votre côté. J'ai fermé les yeux, j'ai retiré ma main de la poignée. J'ai reculé hors de l'allée, j'ai roulé sur 4 pâtés de maison, et je me suis garé. Ça a été le demi-tour en 3 temps, le plus difficile de toute ma vie. J'ai appelé Rivera, depuis le parking de l'hôtel. Déposer la révocation du plan de garde familiale, à la première heure demain. Je veux que ce soit officiel. C'est fait. Les papiers seront soumis, avant 9 heures. Rivera, que se passe-t-il, s'il arrive quelque chose d'ici là? Alors vous appelez le 911, et vous m'appelez ensuite, dans cet ordre. Je me suis assise dans la chambre d'hôtel ce soir-là, et j'ai fixé le plafond. 9 heures avant le matin. 9 heures avant la paperasse. 9 heures à espérer, que rien n'irait de travers. Mais je n'avais pas 9 heures, parce que l'orage a éclaté, cette nuit-là. Voici ce qui s'est passé, dans la maison de mes parents, ce soir-là. J'ai appris les détails plus tard, de l'interview de Tyler, de Madame Callaway, et des aveux en larmes, de ma propre mère. Vers 20h30, ma mère est montée pour préparer son collier, pour sa tenue d'église du lendemain matin. Elle a ouvert la boîte en velours, sur sa commode. Vide. Elle a fouillé la chambre, puis la salle de bain, puis le couloir. Puis elle est descendue, et a commencé à ouvrir frénétiquement les tiroirs, dans la cuisine, le salon, et le placard de l'entrée. Ray, le collier de ma mère a disparu. Je ne le trouve nulle part. Mon père s'est levé, de son fauteuil inclinable. Comment ça, il a disparu? Il n'est pas dans la boîte. Il n'est pas sur la commode. J'ai cherché partout. Tyler était dans le salon. Il a regardé la panique s'installer, pendant environ 90 secondes. Puis, il s'est dirigé vers mon père. Grand-père, j'ai vu Lily mettre quelque chose dans son sac à dos, plutôt après l'école. Elle essayait d'être discrète. Mon père n'a posé aucune question supplémentaire. Il n'a pas demandé à Tyler ce qu'il avait vu exactement, ni à quel moment précis, cela s'était produit. Il est marché directement vers la chambre d'amis, a attrapé le sac à dos de Lily par terre, et l'a ouvert. Le collier de perles était à l'intérieur. Tyler l'avait placé là, cet après-midi-là, pendant que Lily faisait ses devoirs à l'étage. Il l'avait pris dans la boîte en velours, l'avait apporté dans la chambre d'amis, et l'avait glissé, dans la poche avant de son sac. Puis il l'avait refermé, et était retourné regarder la télévision. Il avait 10 ans. Il savait exactement ce qui allait se passer. Le visage de mon père a pris une teinte rouge, que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant. Le jour où je lui avais dit que je m'engageais dans l'armée. Lily, descend ici, tout de suite. Elle est descendue des escaliers en pyjama, pieds nus sur le parquet, les mains le long du corps. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'orage se préparait, depuis le coucher du soleil. À 20h45, la pluie tombait à l'horizontale. Des rafales de vent secouaient les gouttières, et faisaient gratter les branches, sur le toit. Un orage de mars dans le Tennessee, le genre qui transforme les rues en rivières, et qui fait tomber les lignes électriques. À l'intérieur de la maison, mon père tenait le collier de perles dans une main, et le sac à dos de Lily dans l'autre. Tu as volé ça, sur la commode de ta grand-mère. Ce n'est pas moi, grand-père. Je ne l'ai pas pris. C'était dans ton sac. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Il a jeté le sac à dos, par terre. Ça fait 2 ans que je supporte ça. 2 ans de ton attitude. Tu mens. Tu fouines partout. Ma mère se tenait derrière lui, serrant le collier contre sa poitrine. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas défendu Lily. Elle n'a posé aucune question. Jenna est arrivée, 10 minutes plus tard. Mes parents l'avaient appelée. Elle est entrée, a vu Lily assise sur la dernière marche, et a croisé les bras. Voilà ce qui arrive, quand un enfant n'a pas de cadre. Ça fait des mois, que je le dis. Tyler se tenait dans l'embrasure de la porte du salon. Il n'a pas parlé.
Il se rongeait les ongles, et regardait. Mon père s'est penché, au-dessus de Lily. Tu as quelque chose à dire, pour ta défense? Je n'ai pas fait ça, grand-père. Il s'est redressé, a regardé ma mère, a regardé Jenna, puis a de nouveau regardé Lily. Tyler a dit, qu'il t'avait vu. Ta grand-mère a le cœur brisé, et toi, tu es assise là, à me mentir en plein visage. Le tonnerre a claqué, à l'extérieur. La fenêtre de la cuisine a tremblé. Lily a pressé son dos, contre la rampe de l'escalier. Elle a serré ses genoux, contre sa poitrine. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste devenue, très immobile. Le genre d'immobilité que les enfants de 8 ans apprennent, quand les adultes autour d'eux, sont devenus imprévisibles. Et puis, mon père a prononcé les mots, qui ont envoyé ma fille à l'hôpital. Il se tenait au-dessus d'elle, sur les marches, Jenna derrière son épaule droite, ma mère derrière sa gauche. J'en ai assez de toi. Sa voix a rempli le couloir, comme si les murs lui appartenaient. 2 ans de ton comportement, les mensonges, l'attitude, le vol. Je n'ai rien volé, grand-père. Tyler ne ment pas. C'est sorti de sa bouche, de la même manière qu'un verset biblique, sort de la bouche d'un prêcheur. Absolu, définitif, incontestable. Tyler ne ment pas. Le soleil se lève à l'est. L'eau s'amouille. Et Tyler, ne ment pas. Ma mère a touché le bras de mon père. Ray, peut-être que nous devrions. Il a dégagé son bras. Non, j'ai fini. Elle a besoin d'apprendre, ce qui arrive quand elle manque de respect, à cette famille. Jenna, par derrière, papa a raison. C'est allé, beaucoup trop loin. Tyler, toujours dans l'embrasure de la porte, ne disait rien. Il pressait son dos contre l'encadrement, et grattait la peau autour de l'ongle de son pouce. Une habitude nerveuse, le genre qu'un enfant de 10 ans développe, quand le mensonge qu'il a raconté, prend des proportions plus grandes qu'il ne l'avait prévu. Mon père s'est penché, a attrapé le sac à dos de Lily par terre, et l'a poussé brutalement sur ses genoux. Tu veux agir comme si tu n'avais pas ta place ici? Très bien. Lily l'a regardé. Puis elle a regardé au-delà de lui, en direction de ma mère. Les yeux de Connie étaient humides, mais sa bouche était une ligne droite. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas tendu la main vers Lily, elle ne s'est pas interposée. Puis Lily a regardé Jenna. Jenna a décroisé les bras, juste le temps de vérifier son téléphone. Ma fille a regardé chaque adulte de ce couloir, et pas un seul d'entre eux n'a soutenu son regard. Mon père a marché, jusqu'à la porte d'entrée. Le bruit de la pluie a rempli la maison, à la seconde même, où il a tourné la poignée. Le vent a poussé la porte, et l'a ouverte plus grand, qu'il ne le voulait. Il ne l'a pas refermée. Il a simplement pointé du doigt, sors. Je n'ai pas besoin, d'une petite fille menteuse. Ces mots ont quitté sa bouche à 20h53, un jeudi soir de mars. La pluie tombait si fort, qu'elle rebondissait sur les marches du porche. Le vent avait déjà fait tomber une branche, de l'érable du jardin avant. La température avait chuté de 14 degrés, au cours des 2 dernières heures. Lily s'est levée, de l'escalier. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas crié. Elle a ramassé son sac à dos, a glissé ses bras dans les bretelles, et a marché vers la porte. Elle portait un pyjama, un pantalon en coton avec de petites étoiles dessus, et un maillot à manches longues, sur lequel était écrit « Futur scientifique ». Pas de chaussures, pas de veste, pas de téléphone. Elle a franchi le seuil de la porte, et la pluie l'a frappée, immédiatement. En quelques secondes, ses cheveux étaient plaqués, contre son visage. Mon père a claqué la porte, derrière elle. À côté, Madame Callaway était en train de rincer son assiette, quand elle a entendu le claquement de porte. Elle a regardé par la fenêtre de sa cuisine, et a vu une petite silhouette, marchant sur le trottoir. Sous la pluie, en pyjama, les pieds nus claquant sur le béton mouillé. Elle a pris son téléphone. 911. Il y a une enfant, qui marche toute seule dehors, sous cette tempête. Elle vient juste de sortir, de la maison d'à côté. À l'intérieur de la maison de mes parents, ma mère s'est assise, à la table de la cuisine. Elle tenait le collier de perles à 2 mains, et le fixait du regard. Ray, nous devrions peut-être la laisser rentrer. Elle va attraper un rhume. Elle reviendra, quand elle sera prête à s'excuser. Jenna a mis son manteau.
Je dois rentrer à la maison, avant que les routes ne deviennent mauvaises. Tyler, on y va. Tyler n'a pas bougé, tout de suite. Il est resté dans l'embrasure de la porte, fixant la porte d'entrée fermée. Il est resté là, pendant environ 5 secondes. Puis, il a suivi sa mère, vers le garage. Personne n'a couru après Lily. Personne n'a vérifié le porche. Personne n'a regardé par la fenêtre. Ma fille a marché sur 4 pâtés de maison, sous une pluie battante, avant de trouver une bouche d'égout, assez grande pour s'y glisser. Elle s'est assise à l'intérieur, serrant ses genoux, son sac à dos au-dessus de sa tête, jusqu'à ce que les gyrophares bleus et rouges ne la trouvent. Le policier qui l'a trouvée s'appelait Gutiérrez, unité de patrouille répondant à l'appel de Madame Callaway. Il a fait le parcours 3 fois, avant que sa lampe de poche n'accroche le reflet du sac à dos, à l'intérieur d'une ouverture de drainage en béton, à 4 pâtés de maison de chez mes parents. Lily tremblait si fort, qu'elle ne pouvait pas parler. Ses pieds saignaient, pour avoir couru pieds nus, sur l'asphalte. Ses lèvres étaient bleues. Elle tenait son sac à dos contre sa poitrine, comme un bouclier. Gutiérrez l'a enveloppée dans une couverture de survie thermique, sortit de son coffre, et a appelé une ambulance par radio. Les ambulanciers sont arrivés en 9 minutes. Ils l'ont transportée à l'hôpital général du comté. Hypothermie légère, égratignure sur les 2 genoux, et sur la plante des 2 pieds. Déshydratée, rythme cardiaque élevé. Pas dans un état critique, mais pas bien du tout. À l'hôpital, une infirmière a fouillé le sac à dos de Lily, pour trouver une pièce d'identité. À l'intérieur de la poche avant, glissée dans la même fente où Tyler avait planté le collier de perles, elle a trouvé une petite carte en plastique. Carte d'identité de personne à charge militaire, Lily Ingram. Contact d'urgence, premier lieutenant Darcy Ingram. L'infirmière a composé le numéro, à 21h37. J'étais assise sur mon lit d'hôtel, à 12 minutes de là, fixant le plafond, comptant les heures avant que Rivera ne puisse déposer les papiers de révocation, quand mon téléphone a sonné avec un numéro local. Ici l'hôpital général du comté. Nous avons votre fille, Lily Ingram. Elle a été amenée par la police, il y a environ 20 minutes. J'étais dans ma voiture, avant même que l'infirmière n'ait fini de m'expliquer. J'ai conduit pendant 11 minutes sous la pluie, je me suis garé de travers sur le parking des urgences, et j'ai couru à travers les portes coulissantes. Une infirmière m'a indiqué le couloir du fond. Chambre 4. Lily dans un lit d'hôpital. Une perfusion intraveineuse dans son bras gauche. Des moniteurs qui bipent. Ses cheveux, encore humides. Ses yeux, fermés. Je me suis assise à côté d'elle, et j'ai pris sa main. Je suis là. Je ne pars pas. Ses yeux se sont ouverts. Maman. Oui, mon bébé. Je suis juste là. Dans son autre main, froissée contre sa paume, il y avait un dessin. 2 bonhommes allumettes, un petit, un en vert, se tenant la main. 20 minutes plus tard, une femme vêtue d'un gilet gris et de lunettes, a frappé à la porte ouverte, avec un badge sur un cordon, et un porte-bloc sous le bras. Je suis Nancy Odom, l'assistante sociale de l'hôpital. Avez-vous un moment? Je n'ai pas lâché la main de Lily. Entrez. Elle a tiré une chaise au pied du lit, et s'est assise. Professionnelle. Prudente. Le genre de prudence qui signifiait qu'elle l'avait déjà fait, et qu'elle savait comment ça se passait. Je suis tenu par la loi, de déposer un rapport, auprès des services de protection de l'enfance. Une enfant de 8 ans, a été admise ce soir pour des blessures liées à l'exposition aux éléments, et sans aucun tuteur légal présent, au moment de l'incident. Je comprends. Pouvez-vous m'indiquer votre lien de parenté avec la patiente? Je suis sa mère, Darcy Ingram, premier lieutenant, de l'armée des États-Unis, actuellement en poste à Fort Campbell. Je lui ai tendu ma carte d'identité militaire. Elle a recopié les informations, sur son formulaire. Qui était responsable de Lily, ce soir? Mes parents, Ray et Connie Ingram. Ce sont ses tuteurs désignés, dans le cadre de mon plan de garde familiale militaire. A-t-elle été renvoyée de la maison? Je le crois, oui. La voisine qui a appelé le 911, s'appelle Phyllis Callaway. Elle vit à côté. Elle pourra confirmer, ce qu'elle a vu. Nancy a écrit pendant 1 minute entière, sans lever les yeux.
Puis elle a dit, les services de protection de l'enfance ouvriront une enquête d'ici 24 heures. Un enquêteur contactera les tuteurs et mènera des entretiens. Je comprends. Elle m'a regardé, par-dessus ses lunettes. Y a-t-il autre chose que vous voulez que je sache? Ma fille vit chez mes parents, depuis un peu plus d'1 an. J'ai des documents, sur des inquiétudes récurrentes. Des rapports de la conseillère d'orientation, des observations comportementales, des journaux de communication. Je peux vous fournir tout cela. Je vous en prie, faites-le. Après son départ, j'ai appelé Rivera. C'est en train de se passer. Les services de l'enfance font un signalement, ce soir. Je conduis vers Campbell maintenant. J'y serai demain matin. Je n'avais proféré aucune accusation. J'avais simplement répondu à ses questions. Le système s'était mis en marche de lui-même. 1h12 après mon arrivée à l'hôpital, la porte de la chambre 4 s'est ouverte de nouveau. Mon père est entré. Il a vu Lily, en premier. Un petit corps dans un lit d'hôpital, le tube de la perfusion relié à son bras, les moniteurs clignotant en vert. Son pyjama avait été remplacé par une blouse d'hôpital, de 2 tailles trop grandes. La couleur a quitté son visage, comme si quelqu'un avait débranché une prise. Puis, il s'est tourné, et m'a vu assise sur la chaise à côté du lit, portant toujours ma veste de l'armée, celle avec mon nom brodé, au-dessus de la poche gauche. Ses mains ont commencé à trembler. Les doigts tremblotants contre ses cuisses, comme s'il essayait de retenir quelque chose, qui lui échappait sans cesse. Tu ne peux pas être là. Comment es-tu arrivé ici? Je suis ici depuis 1 heure, papa. Tu es censé être à l'étranger. Tu es déployé. Je suis rentré plus tôt. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. Rien n'en est sorti. Ma mère est entrée derrière lui. Elle a vu Lily, et sa main a volé jusqu'à sa bouche. Puis elle m'a vu, et elle a commencé à pleurer, instantanément. Le genre de pleurs, qui avait déjà des mots chargés derrière. Si tu avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Je l'ai regardé, et j'ai soutenu son regard. Je t'avais fait confiance, pour que tu sois là pour elle, maman. Mon père a essayé de reprendre pied. Cette fille a volé le collier de ta mère. Elle. Non, elle ne l'a pas fait. Tyler a vu. Tyler a 10 ans, et nous n'allons pas avoir cette conversation, dans une chambre d'hôpital. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte. Je dois demander aux visiteurs de baisser la voix, s'il vous plaît. Je me suis levé. Pas vite, pas de manière agressive, je me suis juste levé. Papa, maman, je pense que vous devriez partir. Les services de l'enfance vous contacteront demain. Le visage de mon père est passé de pâle à rouge vif en 2 secondes. Les services de l'enfance? Tu as appelé les services de l'enfance pour tes propres parents? C'est l'hôpital qui l'a fait, parce que c'est ce qui arrive quand un enfant de 8 ans finit aux urgences, pendant un orage, et sans tuteur. Il a ouvert la bouche pour argumenter. J'ai attendu. Il l'a refermé. Ils sont partis, sans un mot de plus. Les pleurs de ma mère ont résonné dans le couloir, longtemps après la fermeture des portes de l'ascenseur. L'hôpital est devenu silencieux, après minuit. Les lumières fluorescentes se sont tamisées dans un faible bourdonnement. Des chaussures ont grincé, sur le linoléum. Le moniteur de quelqu'un bipait au bout du couloir, à un rythme lent et patient. J'ai rapproché ma chaise, du lit de Lily, et j'ai posé mes coudes, sur la barrière. Elle s'est réveillée, vers 1h du matin. Ses yeux se sont ouverts lentement. Elle m'a regardé, comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel. Est-ce que je vais être puni? Non, bébé. Tu ne seras jamais puni, pour avoir dit la vérité. Elle est restée silencieuse, pendant un moment. Puis, elle a dit d'une voix si petite, qu'elle atteignait à peine l'oreiller, Tyler a mis le collier, dans mon sac. Je l'ai vu faire, après l'école. Il est allé dans la chambre d'amis, quand il croyait que j'étais en haut, mais j'étais dans les escaliers. J'ai vu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à grand-père? Parce que grand-père n'aurait pas écouté. Il n'écoute jamais, quand c'est à propos de Tyler. Je lui ai lissé les cheveux, en arrière de son front. Ils étaient encore humides, à la racine.
Je sais, et je vais m'assurer, que les bonnes personnes écoutent, cette fois-ci. Elle a fermé les yeux. Sa respiration a ralenti. Sa prise sur ma main s'est relâchée, mais sans la lâcher. Je suis resté assise dans le noir pendant un long moment, après ça, à écouter les moniteurs, à regarder le compte-gouttes de la perfusion compter les secondes. Puis, j'ai ouvert mon téléphone, et j'ai tapé un email pour Rivera. Objet, dossier de preuve, enquête CPS 1 gramme. J'ai mis en pièces jointes les notes de séance de la conseillère, les dessins numérisés, le numéro de téléphone de Madame Callaway, et un résumé de notre conversation, le formulaire d'admission à l'hôpital, que l'infirmière m'avait remis, ma documentation sur le plan de garde familiale. Chaque capture d'écran, chaque entrée de journal, chaque ligne du carnet vert. J'avais passé 2 ans, à confier ma fille, aux mauvaises personnes. Cette nuit-là, assis sur cette chaise d'hôpital, j'ai commencé à faire confiance, aux bonnes personnes. 72 heures plus tard, mes parents sont entrés, dans une pièce, qu'ils n'auraient jamais pensé voir un jour. Ma fille était dans un lit d'hôpital, parce que les personnes en qui j'avais le plus confiance, l'avaient jetée dans une tempête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai laissé le système faire, ce pourquoi il a été conçu. Si vous savez ce que c'est, de rester calme, quand tout à l'intérieur de vous, a envie d'éclater en morceaux, cette partie est pour vous. Continuez à regarder. Madame Torres est arrivée à la maison de mes parents, le lundi matin à 9h15. Enquêtrice pour les services de l'enfance, 14 ans de métier, cheveux courts, une posture sérieuse, et un porte-document en cuir épais, rempli de formulaires. Elle a interrogé Ray et Connie séparément. Protocole standard. La version de mon père. La petite faisait des siennes. Je lui ai dit de s'asseoir sur le porche, et de réfléchir à ce qu'elle avait fait. Elle s'est enfuie, toute seule. La version de ma mère. Ray était contrariée. Elle est allée dehors, pour prendre l'air. Je pensais qu'elle allait, tout de suite rentrer. Torres a noté les 2 déclarations. Puis, elle a souligné la divergence. Il a dit, qu'il lui avait ordonné de s'asseoir sur le porche. Elle a dit, que Lily était allée dehors, pour prendre l'air. L'un était un ordre. L'autre, un choix. Les 2 ne pouvaient pas être vrais. Ensuite, Torres a interrogé Madame Callaway, à la table de sa cuisine. Phyllis avait ses propres notes. Elle notait les choses, depuis novembre. Les heures, les dates, et ce qu'elle entendait, à travers le mur mitoyen entre les maisons. Il a ouvert la porte d'entrée, a dit Madame Callaway. Il a poussé le sac à dos de l'enfant, vers elle. Elle était en pyjama. Sans chaussures. Il lui a dit de sortir. Torres a levé les yeux, de son carnet. Ce sont ses mots exacts. Il a dit, sors. Je n'ai pas besoin, d'une petite fille menteuse. Puis il a claqué la porte. J'ai appelé le 911, dans les 30 secondes. Torres a écrit la citation en lettres majuscules, et l'a soulignée. Cette phrase, froide, courte et définitive, est entrée dans le dossier officiel des services de l'enfance, non pas comme une rumeur, non pas comme une allégation, mais comme la déclaration directe, d'une femme de 70 ans, sans aucun motif de mentir, et avec une vue dégagée. Depuis la fenêtre de sa cuisine. Mon père avait passé 61 ans, à contrôler le récit, à l'intérieur de sa maison. Il ne savait pas, que les murs étaient plus fins qu'il ne le pensait. La spécialiste de l'enfance, chargée de l'interrogatoire de Tyler, s'appelait le docteur Kessler. Jeune, patiente, formée aux techniques d'interrogatoire médico-légal, pour mineurs. Jenna était présente dans la pièce, selon le protocole, mais elle avait reçu pour consigne de ne pas le diriger, ni de l'interrompre. Tyler était assis de l'autre côté d'une petite table, avec un verre de jus de fruits, et une balle anti-stress. Tyler, peux-tu me dire ce qui s'est passé, avec le collier? J'ai vu Lily le mettre, dans son sac à dos. Vers quelle heure? Après l'école. Où étais-tu quand tu l'as vue? Dans la cuisine. Où était Lily? Dans le couloir. Peux-tu voir le couloir, depuis la cuisine? Tyler a marqué une pause. Je veux dire, j'étais dans le couloir, moi aussi. Étais-tu dans la cuisine, ou dans le couloir? Il a pressé la balle anti-stress. Dans le salon. Je l'ai vu, depuis le salon. 3 endroits différents, en 30 secondes.
Kesley ne l'a pas fait remarquer. Elle s'est contentée d'écrire, puis a dit, « Tyler, parfois les enfants se sentent obligés de dire des choses, parce qu'ils ont peur, ou parce que quelqu'un leur a dit de le faire. Tu as le droit de dire la vérité, ici. Il ne t'arrivera rien de mal. » Tyler a regardé sa mère. Le visage de Jenna était de marbre. Je l'ai mis dans son sac. La voix de Jenna a coupé immédiatement. Il est confus. Il ne sait pas ce qu'il dit. Kesley, madame, s'il vous plaît, laissez Tyler terminer. Tyler fixait la balle anti-stress. Sa voix a baissé, jusqu'à devenir un murmure. Maman m'a dit que Lily devait apprendre sa place. Elle a dit que si Lily avait des ennuis, grand-père la renverrait, et que les choses redeviendraient comme avant. Jenna s'est levée. Tyler ne l'a pas regardée. La pièce est devenue très silencieuse. Torres a mené l'interrogatoire de Jenna dans une autre pièce. À ce moment-là, elle avait la déclaration de Tyler, le témoignage de Madame Callaway, et l'historique documenté de la conseillère de l'école. Madame Walsh, avez-vous donné pour instruction à votre fils de placer le collier dans le sac à dos de Lily? La mâchoire de Jenna s'est contractée. C'est ridicule. Tyler a 10 ans. Il invente des choses. Votre fils a déclaré que vous lui avez dit que Lily devait apprendre sa place. Il a également affirmé que vous aviez dit que si Lily s'attirait des ennuis, votre père la renverrait. C'est un enfant. Vous allez croire un enfant, plutôt que moi. Torres a posé son stylo, et a regardé Jenna, sans cligner des yeux. Madame, on a cru au mensonge d'un enfant, quand il a conduit une petite fille de 8 ans, à l'hôpital. Alors oui, je prends les déclarations des enfants, très au sérieux. Jenna a repoussé sa chaise, en arrière. J'appelle mon avocat. C'est votre droit. Mais cette enquête se poursuivra malgré tout. Torres a posé le collier de perles sur la table, dans un sac à preuve transparent. Il avait été récupéré, dans le sac à dos de Lily à l'hôpital, et catalogué par l'officier intervenant. Ce collier a été placé dans le sac d'une fillette de 8 ans, par un garçon de 10 ans, à qui sa propre mère avait ordonné de le faire. Le résultat a été qu'une enfant a été expulsée de chez elle pendant un orage violent, sans chaussures, sans veste, et sans surveillance. Elle a passé 3 heures seule dans une bouche d'égout. Jenna a fixé le collier. Les perles accrochaient la lumière du plafonnier. Elle semblait plus petite, sous la lumière fluorescente, qu'elle ne l'avait jamais été, sur la commode de ma mère. Elle n'a pas dit un mot de plus. Elle a pris son téléphone, et a quitté la pièce. La réunion supervisée a eu lieu, dans les bureaux des services de l'enfance du comté, le mercredi après-midi. Une table rectangulaire, des lumières fluorescentes au plafond, un appareil d'enregistrement au centre. D'un côté, mes parents. Mon père dans une chemise boutonnée qu'il avait repassée lui-même, ma mère dans le gilet qu'elle portait pour l'église. Leur avocat, un homme nommé Lester, était assis entre eux. De l'autre côté, moi, le capitaine Rivera dans son uniforme de cérémonie, et mes documents, dans une chemise cartonnée manille. En bout de table, Madame Torres. Jenna n'était pas présente. Elle avait refusé de venir, après l'interrogatoire de Tyler. Torres a commencé, en présentant ses conclusions. Déclarations incohérentes de Ray et Connie. Les aveux de Tyler. Le témoignage de Madame Callaway. La documentation de la conseillère d'orientation, s'étalant sur 6 mois. Les dossiers de l'hôpital, confirmant les blessures de Lily. Mon père a essayé d'interrompre, à 2 reprises. À chaque fois, Lester a posé une main, sur son bras. La 3e fois, mon père n'a pas pu se retenir. C'est une affaire de famille. Vous transformez un problème de discipline, en Torres, Monsieur Ingram, une enfant de 8 ans a été hospitalisée pour hypothermie. C'est une question de protection de l'enfance. Ma mère s'est mise à pleurer. Des larmes silencieuses, qui coulaient le long des rides, sur son visage. Nous aimons Lily. Nous avons fait une erreur. Une seule erreur. Je l'ai regardé, à travers la table, et j'ai gardé une voix calme. Tu as dit que si j'avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais je vous avais fait confiance, pour que vous soyez là pour elle. Ça a été ma seule erreur, et je ne la referai plus. Rivera a ouvert mon dossier.
La révocation du plan de garde familiale a déjà été déposée. La demande de révision, pour obtenir la garde exclusive, a été soumise au tribunal de la famille. Une documentation détaillée, des 1200 € par mois, que mes parents avaient reçus pour la garde de l'enfant. Tout a été versé au dossier. Mon père fixait la pile de documents. Tu vas jeter ta propre famille à la poubelle, pour ça. Tu as jeté ma fille dans une tempête, papa. Je lui construis un toit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Torres a rendu ses conclusions préliminaires, à la fin de la réunion. Rapport fondé de négligence envers un enfant, à l'encontre de Ray et Connie Ingram. Recommandation, aucun accès non supervisé à Lily Ingram, dans l'attente d'une évaluation complète. Tout contact futur devra avoir lieu, dans un centre de visite surveillé. Des sessions bi-hebdomadaires, de 2 heures. Rivera a confirmé. Le plan de garde familiale est officiellement révoqué. La garde légale de Lily m'est revenue. L'ordonnance de garde serait officialisée par le tribunal de la famille dans les 30 jours. Mon père s'est levé. Sa chaise a grincé sur le sol. Ses mains tremblaient à nouveau. De la même façon qu'à l'hôpital. Le même tremblement qui commençait dans ses doigts et remontait jusqu'à ses poignets. Darcy, c'est ma petite fille. Elle l'est, et c'est exactement pour cela que ça doit se passer ainsi. Ma mère a tendu le bras à travers la table, vers moi. Ses doigts ont effleuré ma manche. J'ai doucement retiré mon bras. Pas vite, sans colère, c'était juste une limite. Maman, je t'aime, mais aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser blesser ton enfant. Elle a retiré sa main et l'a pressée contre sa bouche. Lester s'est levé et a rassemblé ses papiers. Il a regardé mes parents avec le visage d'un homme qui sait que ses clients n'ont aucune défense. Il a serré la main de Torres, a fait un signe de tête à Rivera et a guidé Ray et Connie vers la porte. Mon père s'est arrêté dans l'embrasure. Il s'est retourné, a ouvert la bouche. Puis, il a regardé la table où étaient posés les documents. La révocation, la demande de garde, les témoignages, les dossiers de l'hôpital, et il l'a refermé. Il est parti sans dire un seul mot de plus. Ma mère l'a suivi. La porte s'est refermée, avec un clic. Je suis sorti du bureau des services de l'enfance, dans un couloir qui sentait le nettoyant pour sol, et le café brûlé. Lily était, dans le hall. L'assistante juridique de Rivera, une jeune sergent nommée Kim, lui lisait un livre, pris sur l'étagère de la salle d'attente. Quelque chose à propos d'un chien, qui avait perdu son os. Lily a levé les yeux, quand elle a entendu mes pas. Elle a glissé de sa chaise, et a couru vers moi. Ses bras se sont enroulés, autour de ma taille. Elle a enfoui son visage, dans ma veste. On rentre à la maison? Oui, bébé. On rentre à la maison. Elle a reculé, et m'a regardé. Notre maison. Notre maison. J'ai pris sa main. Son sac à dos pendait à l'une de ses épaules. Je pouvais voir le bord de la carte d'identité militaire, toujours accrochée, à la poche intérieure. La même carte que j'y avais mise, la nuit avant mon déploiement. J'avais attaché cette carte sur elle, parce que je faisais confiance à mes parents, pour la garder en sécurité. Mais quand le système a échoué, que les gens ont échoué, et que la tempête est arrivée. Cette petite pièce de plastique avec mon nom dessus, a été ce qui l'a ramené à moi. Pas mes parents, pas ma sœur. Une carte plastifiée, et une infirmière qui a composé le numéro, inscrit au dos. Nous sommes sortis, sur le parking. Le soleil brillait. Le premier jour dégagé, depuis une semaine. Je n'ai pas regardé, en arrière. 3 mois plus tard, Lily et moi vivions sur la base, à Fort Campbell. Petit appartement, 2 chambres. Sa chambre avait des rideaux lavande qu'elle avait choisis elle-même, et un bureau où elle dessinait, chaque soir après le dîner. J'avais été réaffecté à un poste de bureau, en coordination logistique, sur le territoire national, sans déploiement pour au moins 12 mois. Mon commandant avait signé sans aucune hésitation. Le tribunal de la famille avait officialisé l'ordonnance de garde, en avril. Garde physique et légale exclusive, pour moi. Mes parents se sont vus accorder des visites supervisées, 2 heures un samedi sur 2, dans un centre surveillé à 20 minutes de chez eux.
avec un travailleur social présent à chaque visite. La première visite a eu lieu en mai. Mon père a apporté un livre de coloriage à Lily, avec des chevaux et des fleurs. Il l'a posé sur la table entre eux, et s'est assis sur une chaise en plastique. Il ne savait pas quoi dire. Lily non plus. Ils ont colorié ensemble, pendant 45 minutes. Mon père lui a posé des questions sur l'école. Elle lui a parlé de son cours d'art. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas mentionné Tyler, ou Jenna, ou le collier, ou la tempête. À la fin des 2 heures, il s'est levé et a dit « Je te verrai dans 2 semaines, Lily ». Elle a répondu « D'accord, grand-père ». Il est sorti vers le parking, et s'est assis dans son pick-up pendant 10 minutes, avant de démarrer. Je le sais, parce que le travailleur social me l'a dit. Jenna ne m'avait pas contacté, depuis la réunion avec les services de l'enfance. Derek, son mari, est revenu de sa rotation sur plateforme pétrolière, et a dû entendre l'histoire dans son intégralité. Ils ont inscrit Tyler à des séances de psychothérapie, conformément aux exigences des services de l'enfance. Tyler a envoyé à Lily un petit mot manuscrit qui est arrivé en juin. Je suis désolé d'avoir menti, pour le collier. J'espère que tu n'es pas fâché. Lily m'a demandé si elle devait répondre. Je lui ai dit que c'était son choix. Elle lui a répondu 3 jours plus tard. Ce n'est pas grave. J'espère que tu vas mieux. Ma mère m'appelait chaque dimanche soir. Les conversations étaient courtes. Comment va Lily? Elle va bien, maman. Puis-je lui envoyer quelque chose? Tu peux l'envoyer à notre adresse. Darcy, je. Le calendrier est fixé, maman. On se verra samedi. Les mains de mon père tremblaient toujours, quand il voyait Lily au centre de visite. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, ou de la peur, ou quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais il s'asseyait dans cette pièce pendant 2 heures, un samedi sur 2. Et il n'élevait jamais la voix. Il n'a plus jamais redit « petite fille menteuse ». Pas une seule fois. Je pensais autrefois que protéger ma fille signifiait m'assurer qu'elle avait un toit, de la nourriture, et des gens autour d'elle. J'avais tort. La protéger signifiait s'assurer que les gens autour d'elle méritaient d'y être. Et quand ce n'était pas le cas, cela signifiait avoir le courage d'être celle qui disait « ça suffit ». Pas avec des cris, pas avec une vengeance, mais juste avec la vérité, une pile de paperasse, et une mère qui est enfin rentrée chez elle. C'est mon histoire. Une tempête, un mensonge, et une mère, qui est rentrée chez elle, juste à temps. Si cela vous a rappelé que protéger votre enfant n'est jamais une réaction excessive, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir été là. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et je vous verrai dans la prochaine histoire.